la réunion des aînés en Zoom. Ça va, je te rappelle après. Voilà, tout est OK pour moi. On est bon là? On est bon, on est en direct, tout fonctionne nickel. Eh bien, bienvenue à tous pour notre activité du lundi, donc qui a lieu tous les premiers jours de la semaine de 2 à 4. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de tous vous retrouver à cette occasion. Je suis très heureuse de pouvoir participer avec vous cette fois-ci, parce que là, ce n'est pas toujours le cas. Et je voudrais, avec Ludo et Axel, vous proposer aujourd'hui un moment de détente, un moment d'évasion, un moment culturel aussi, mais toujours en forme virtuelle, hélas. Je vous propose un petit voyage au travers de Neupré pour découvrir notre commune d'une façon un peu originale, mais grâce à un homme de talent, un homme qu'on ne présente plus, quelqu'un qui connaît la commune mieux que personne. C'est Édouard David, donc président de la SBL Mémoire de Neupré, que je remercie aussi pour sa présence indispensable et toujours très, très active, qui nous permet d'apprendre tous les jours quelque chose sur notre patrimoine et notre histoire. Et en ça, c'est une recherche, une richesse vivante, que nous remercions vraiment vivement pour tout ce qu'il fait pour nous aider tous les jours dans toute une série de projets. Donc, sans tarder, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je vous propose de passer un très très bon moment. Nous allons voyager de Neuville à Roteux cette fois-ci. C'est en 2 parties, si j'ai bien compris. Et donc, la première partie a lieu aujourd'hui. Voilà, ça sera encore meilleur si c'est en 2 fois. Je vous passe la parole. Ludo, ou bien comment? Voilà, Edouard. Bienvenue, Edouard. Donc, peut-être, Edouard, simplement te présenter et présenter aussi peut-être la SBL Mémoire de Neupré pour les personnes qui ne connaîtraient pas Mémoire de Neupré. Je vais le faire assez rapidement. Hein. Vous dire que Mémoire de Neupré existe depuis maintenant plus de 25 ans et que notre souci, c'est de mettre en évidence le patrimoine local et aussi de le sauvegarder. Nous essayons aussi de recueillir un maximum de documents, de témoignages, d'objets, ce qui nous permet d'une part de publier 4 fois par an une petite plaquette, un petit livre, une petite brochure que l'on appelle les Cages Jadis, et qui permet aussi d'alimenter un fonds d'histoire locale qui est installé dans la bibliothèque communale de Plainevaux. Donc, c'est un fonds qui est consultable. Une permanence de la part des membres de Mémoire de Neupré est réalisée tous les mercredis après-midi, sauf quand cette période est un peu difficile, évidemment, le système tourne un peu au ralenti. Alors, au-delà des brochures que nous publions périodiquement, on édite aussi des petits fascicules sur l'histoire locale, sur la guerre, sur des personnages marquants de la commune. On participe aussi à certaines activités en collaboration étroite avec la commune. Je pense aux Journées du patrimoine. Une certaine aide est apportée aussi aux jeunes lorsque de l'équipe Été solidaire, organisation de certaines expositions, l'occasion des Journées du patrimoine, conférences, visites de musées et autres. Voilà, je ne vais pas être plus long, ce n'est pas l'objectif de cet après-midi, mais pour vous dire en conclusion que nous sommes ouverts à tous, toute personne intéressée par l'histoire, le patrimoine est la bienvenue, et il ne faut pas de compétences particulières, il ne faut pas être historien ou autre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous avons du travail d'identification, de repérage de documents, etc. OK. C'est court, mais… Non, mais c'est très, très complet. Pour te joindre, Edouard, est-ce qu'il peut être donner ton mail, peut-être? Oui, on peut sans problème me contacter par mail. Donc, l'adresse, c'est Édouard David 45, donc tout ça sans point, sans accent, sans rien. Et c'est sur le gmail.com, donc @gmail.com. Il y a aussi un site qui est intéressant, qui se développe de plus en plus, c'est le site de Mémoire de Neupré. Donc là, il suffit de taper mémoiredeneupré.be, tout ça en minuscules, et vous découvrirez sur ce site maintenant une série d'articles qui sont parus dans les Cahiers Jadis. Je crois que nous en sommes à avoir enregistré aujourd'hui à peu près 35 numéros des Cahiers Jadis sur ce site Mémoire de Neupré, et nous sommes au numéro 85 dans ces publications. D'accord, merci Edouard. Et bien, voilà, un citoyen qui désirerait rejoindre la SBL peut le faire? Comment ça se passe? Sans aucun problème. Aujourd'hui, la SBL compte à peu près 200 membres. Ce sont des personnes
qui payent leurs cotisations, pas toutes, je vous dirai pourquoi dans un instant, et qui reçoivent nos brochures et qui sont invités à nos manifestations. Nous nous réunissons une fois par mois parce que nous avons quand même un comité, nous sommes structurés en ASBL, et dans ce comité, une quinzaine de personnes bénévoles participent aux activités de l'ASBL. J'ai dit que je reviendrai. Ah oui, sur les membres, nous avons au-delà des membres qui sont des membres des personnes, des associations, toutes les bibliothèques de la commune, bibliothèques des environs, les Chirous et autres organisations structurées reçoivent d'office notre brochure que nous envoyons à titre gracieux, donc sous forme d'échange. Ok. Eh bien, je pense qu'on peut passer à l'exposé. On va essayer de faire l'opération de transfert sans problème. Hein. Ça paraît bon? C'est nickel, Edouard. C'est parfait, Edouard. Je vais lancer. Voilà. On peut y aller? C'est parfait, nickel, Edouard. Super. Donc, peut-être en 2 mots, vous présenter la manière de travailler. C'est un voyage qu'habituellement on fait en car et on le fait assez régulièrement au niveau de la commune, soit pour les jeunes d'été solidaire, soit pour les jeunes du conseil communal des enfants, parfois pour les aînés. Mais cette fois-ci, on le fera de façon virtuelle. On va donc partir, on va traverser la commune dans le sens le plus long, en partant de la limite de Nandrin. Donc, on va partir de la pêcherie à Neuville-en-Condroz, et on a pour objectif de rejoindre le site de la Roche-au-Faucon. On doit pour cela circuler à peu près sur une dizaine de kilomètres, hein, de façon très schématique. La commune fait à peu près 30 km². On pourrait la situer dans un rectangle qui fait 10 km sur 3. Alors, première partie, effectivement, on s'arrêtera, si tout va bien, à Rodeux, parce que je suis trop long. Moi, j'invite Ludo et Axel de dire stop, on passe à ça pour la fois suivante. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors, comme je le signalais, nous allons donc démarrer de la pêcherie. Ceci, c'est une vue actuelle de la pêcherie. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable à dire ici? C'est que nous sommes vraiment à la limite de la commune de Nandrin et d'Angy, qu'il suffit de faire 200-300 mètres et nous sommes hors commune. Ceci est un bâtiment qui est relativement récent, construit sur les terrains qui appartenaient au château de la Costerie dont on va parler. Et si vous regardez dans les arbres, là, je crois que ma flèche fonctionne, vous voyez ce bâtiment, c'est la ferme que l'on appelle la ferme Ouiry, qui est en fait la ferme du château de la Costerie, qui malheureusement a disparu. Le voici. Donc, c'est un château qui est relativement récent, qui a été construit au XIXe siècle. C'est un château qui a été modifié. La partie de gauche, vous voyez ici, a été rajoutée à ce qui était une villa. Ça a été rajouté par un architecte qui est relativement bien connu, qui s'appelle Clément Pirnet. Clément Pirnet était un élève d'un architecte liégeois très connu, lui, qui était Paul Jaspard. Paul Jaspard et Clément Pirnet ont entre autres travaillé beaucoup pour la famille Braconnier. Ce château appartenait effectivement à cette famille, mais ils ont travaillé aussi pour le château de Strivet dans les années 1900. Alors malheureusement, comme vous le voyez, ce château n'existe plus. Il a fait place au lotissement qui se trouve face à la pêcherie. Qu'est-ce qu'il faut en dire encore? C'est que ce bâtiment est tombé en ruine dans les années 1970. Donc en 1970, subsistaient encore les ruines que vous voyez en bas et à droite. Oui, je ne l'ai pas signalé. Si vous avez des questions, je crois que Ludo peut réceptionner certains messages via Facebook et je les invite à m'interrompre si une question précise est posée. La photo en haut à droite, je n'ai pas l'identité des personnages. On sait que c'est le personnel qui faisait équipe, le personnel d'entretien et serviteur de ce château de la Costerie qui appartenait donc à la famille Braconnier. Il faut savoir aussi que c'est pendant la guerre 40, oui, 40-45,
Ce château a été occupé, fin de la guerre, donc dans les années 1945, a été occupé par les Américains. C'est là-bas que logeaient les Américains qui avaient pour mission d'installer le cimetière américain du Condro. On est en 1945, ce cimetière, on en reparlera, a été ouvert en février 1945 et la compagnie logeait dans ce château. Il y avait en effet aucune infrastructure sur le terrain du cimetière américain pour héberger ces soldats. Cette situation, d'ailleurs, a créé pour les habitants un certain nombre de désagréments. Apparemment, les corps qui étaient destinés à être ensevelis au cimetière américain stationnaient pendant quelque temps au château des Hains. Ce qui a soulevé un certain nombre de plaintes étant donné les nuisances que ça pouvait créer. On est ici, comme je viens de le dire, sur la commune des Hains. Donc, vous savez que Neupré, c'est un morceau des Hains, c'est Neuville-Plaine-Vaux-Roteux. Hains a été divisé en deux. La partie de Hains-Hou a donc été rattachée à Neupré, mais avant ça, à Neuville-en-Condro pratiquement, tandis que le Hains-Bas a été rattaché à Ogy. Il faut savoir que la vie des gens qui habitaient Hains était déjà fort influencée par Neuville-en-Condro. Ils étaient liés à Neuville. Les enfants de Hains allaient systématiquement à l'école de Neuville-en-Condro. Il n'y avait pas d'infrastructure propre pour l'enseignement à Hains-Hou, si on peut le dire comme ça. Nous allons donc prendre la route dite de France et nous allons nous diriger vers la place de Neuville-en-Condro. Cette première carte postale, c'est un arrêt en fait devant un bâtiment qui a hébergé l'administration communale des Hains. Ce bâtiment existe toujours, il est beaucoup plus dégagé aujourd'hui et l'administration était souvent à cette époque logée dans un bâtiment qui était très réduit. Ce bâtiment que vous voyez était une habitation et l'administration communale possédait une seule petite pièce à droite de ce bâtiment qu'on distingue là vaguement à côté, à droite de l'arbre. Oui. Alors, une constante dans les dias que vous allez voir ici, c'est d'une part la route, et vous voyez elle est pavée, et d'autre part, c'est la ligne ce sont les rails. Un retour vers le siècle, vers ce qui est aujourd'hui, le bâtiment que l'on appelle du relais. Il y a parfois confusion au niveau de Neuville-en-Condro. On vous parle du relais qui est souvent le bâtiment qui est proche de l'administration de l'école gardienne qui héberge les enfants en situation difficile. Là, effectivement, il y a un bâtiment qu'on appelle le relais. Celui-ci, par contre, c'est vraiment une auberge qui permettait aux convois qui montaient de la vallée de faire étape ici sur le plateau avant de prendre la direction du Condro, de la France, etc. Donc, c'était vraiment un arrêt obligé. On verra tout à l'heure que la montée de la vallée vers Neuvry était quelque chose de relativement difficile par les charrois de l'époque. Vous voyez que ce bâtiment est quand même assez conséquent parce qu'il y avait des chambres, donc on pouvait non seulement ranger le charroi dans les granges que vous voyez là à droite, mais il y avait aussi des chambres. Les rails ont effectivement disparu et les pavés aussi. Mais les revoilà. Donc ici, nous sommes à un endroit que l'on appelle le pont des Vaches. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas la signification comme ça de mémoire. Je ne l'ai jamais entendu. Il doit y avoir une signification, mais que je ne connais pas. Au fond, c'est la pêcherie. Nous avons la place de Neuville dans le dos. Certaines personnes ont été identifiées sur cette photo. Et si vous regardez les constructions, sur le côté gauche, elles sont encore relativement identiques à ce que vous voyez aujourd'hui, sauf les derniers, là où vous voyez des portiques de grange. Ces éléments-là cette partie-là a été transformée en maison d'habitation. Nous sommes ici vraiment sur le pont. Vous voyez à gauche la rambarde du ruisseau qui se dirige vers Neuville. Les rails toujours et les pavés.
En continuant vers la place toujours, à un moment donné, nous arrivons à un endroit qui était la limite entre la commune d'Ain et la commune de Neuville-en-Condroy. Et là, il y a une borne que vous voyez. C'est une borne qui a un peu bougé avec le temps. Elle est sortie de terre. Vous voyez la photo de droite, elle est sortie à peu près d'une vingtaine de centimètres là-bas. Ceci était enfoui. Et en plus, toute seule, elle a fait un quart de tour. On ne se comprend pas très bien pourquoi. Parce que sur la face de cette pierre, il y avait, donc sur les faces opposées, il y avait des lettres gravées. Elles y sont toujours, mais latéralement maintenant, vous aviez un E et un N gravés. Donc, il y aura peut-être un jour un petit mot qu'on va adresser à la bourgmestre pour lui demander de bien vouloir redresser, repositionner correctement cette borne. Voilà. Donc, limite et Neuville. Un peu plus loin, nous nous trouvons ici en face de l'école gardienne de Neuville-en-Condroy, qui était aussi, comme vous le voyez dans le message au-dessus, qui était aussi la maison communale. Nous sommes en face ici de ce qu'on appelle aujourd'hui le relais, et en face aussi du chemin du Bida, qui mène vers la Maison Rouge, vers le Tronleux. On y viendra dans un instant. Si je passe à une photo d'aujourd'hui, la voilà, l'école gardienne. De nouveau, l'administration communale, c'était toujours la même chose. Elle se situait dans un petit local, la voilà. Donc, l'administration communale occupait la partie de gauche que vous voyez ici, tandis que le bâtiment principal était réservé à l'enseignement. C'était l'école des garçons de Neuville. À droite, vous avez une plaque en bronze qui est scellée dans le mur. Donc, vous voyez, la plaque se trouve là-bas, dans le mur de l'administration communale. On passe souvent à côté et on ne fait pas attention. C'est en fait une plaque commémorative qui a été installée pour commémorer la mémoire d'un monsieur Gustave Gist, qui est originaire de Neuville. Il est né à Neuville-en-Condroy en 1862 et il est parti à Léopoldville en mission de travail. Je pense qu'il travaillait pour une industrie de la vallée parce que la vallée de la Meuse, sa spécialité il était chaudronnier. Donc, né en 1862, mais décédé au Congo en 1897 à Léopoldville qui aujourd'hui est devenue Kinshasa. Alors, cette plaque n'a pas été mise immédiatement. Il a fallu attendre quelques années. Je pense que c'est en 1939 que cette plaque a été fixée. Elle a été fixée pas à la demande de l'administration communale ou du personnel de Neuville ou des agents de Neuville. Elle a été placée par une organisation qui était fort active à l'époque, qui s'appelait les Journées coloniales de Seraing. C'était une organisation qui, chaque année, avait une manifestation assez grandiose apparemment, qui organisait certaines manifestations, dont celle-ci qui s'est passée en juillet 1939. En cortège, pas mal de représentants sont venus de Seraing avec fanfare, discours sur place, drapeaux, etc. Donc, c'était une manifestation relativement conséquente. Malheureusement, nous n'avons pas de documents, mais nous avons les discours, les textes qui ont été lus à cette époque. Alors, j'ai failli dire c'était fréquent. Non, ce n'était pas fréquent, mais ce n'était pas exceptionnel de recevoir dans les administrations communales comme ça des avis de décès en provenance de l'étranger. On a trouvé, je pense que c'est à Plainevaux, du courrier aussi, venant de Russie, signalant qu'un habitant de Plainevaux était décédé. C'était aussi une personne qui travaillait dans les industries et qui était déléguée en Russie pour faire du montage technique probablement. La tombe de ce monsieur a été identifiée, retrouvée au Congo, mais il a fallu à peu près une vingtaine d'années pour qu'on parvienne à l'identifier. Il y avait d'ailleurs à Léopoldville un cimetière tout dédicacé aux Belges comme ça décédés en mission au Congo. Il y a une petite plaque aussi à droite de l'entrée, et si vous faites attention un jour, c'est une plaque qui indique que ceci était effectivement l'administration communale de Neuville-en-Condroy. C'est une petite plaque céramique.
Un peu plus loin, nous passons devant l'école des filles, qui est aujourd'hui la bibliothèque. Alors, on voit une personne à l'étage, c'est probablement peut-être l'instituteur, l'institutrice, parce que ces bâtiments abritaient systématiquement des classes, mais aussi la maison de l'instituteur. Et vous voyez que c'était bien identifié, hein, école des filles. Alors, on va faire un petit détour. Je vous ai parlé du chemin du Bida, que l'on prend en face de l'école gardienne de Neuville, donc de l'ancienne maison communale, de l'ancienne école des garçons dont on vient de parler, pour découvrir un bâtiment qui est quand même un bâtiment remarquable. C'est un des bâtiments classés sur la commune de Neupré. Il n'y en a pas beaucoup, celui-ci en est un. C'est ce qu'on appelle la Maison Rouge, dont la construction a commencé au XVIe siècle, mais s'est poursuivie cette construction jusqu'au XXe, donc il y a eu des ajouts jusqu'au XXe. C'est un bâtiment exceptionnel que l'on a retrouvé dans différentes situations. Vous voyez la carte de droite, c'est une carte postale qui a été éditée à l'occasion de l'exposition universelle de 1905. Et vous voyez effectivement que la tour et le petit bâtiment ici, le petit bâtiment à côté de la tour, ont été représentés sur cette carte postale. On trouve aussi au musée de la Vie wallonne un jeu en bois. C'est une reproduction de la ferme en bois. Donc, c'est un jeu d'enfant qui est régulièrement exposé au musée de la Vie wallonne. Alors, ce bâtiment a appartenu à quelques grandes familles pour aboutir de la famille Braconnier. Fin du 19e siècle. Ce bâtiment a été rénové, donc a fait l'objet d'une rénovation dans les années 1950, mais malheureusement depuis, il n'y a plus aucun entretien et ce bâtiment, malheureusement, pour certaines parties, menace ruine. On a essayé de sensibiliser les personnes qui sont là-bas, c'est vraiment pas évident. La solution consisterait peut-être à les aider à rédiger un document, un dossier de sauvegarde parce que la grange est pratiquement en ruine. Au-dessus de la tour, vous voyez qu'il y a une girouette qui est en train de méchamment pencher. Voilà. Après les braconniers, ce bâtiment a été occupé par la famille Gillet. Vous connaissez probablement la famille Gillet, c'est la famille de Monique Gillet. Et puis après, il a été occupé, racheté par une famille de Hollandais. Ils sont toujours là pour le moment. C'est une famille qui est arrivée à Neupré suite à la mise sous eau des polders en Hollande. Donc en Hollande, on a remis sous eau certains polders. Donc un certain nombre de personnes ont été expropriées et indemnisées. Et cette famille vient donc de Hollande et occupe la ferme de la Maison Rouge, occupe aussi une ferme à Mellereux. C'est une très, très grosse exploitation. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur la Maison Rouge. Sinon que celle-ci n'est pas une carte postale, mais c'est une photo de vie, c'est une photo qui a été faite. Il y a un certain nombre d'années, on peut la situer aux environs des années 60. Vous voyez la façade, donc cette façade est encore, on la distingue encore, mais camouflée par la végétation. Petite anecdote ici, à un moment donné, les propriétaires, je ne sais pas si ce sont déjà les Hollandais, je ne pense pas, ou tout au début de leur présence, ils avaient asséché les étangs, mais catastrophe, on a découvert que ce bâtiment est construit sur pilotis, un peu comme à Venise, et que la mise au sec des pilotis pouvait provoquer de graves dégâts à l'habitation. Donc, ces étangs ont été immédiatement de nouveau remplis d'eau pour protéger la construction. Encore un petit détour, si on poursuit le chemin du Bida, on peut découvrir, mais c'est difficile parce qu'elle est en retrait par rapport à la route, la ferme de la Costerie. Donc, vous voyez, c'est une question d'histoire ici. Je vous ai parlé tout à l'heure du château de la Costerie. Mais voilà la ferme qui porte le même nom, qui se trouvait d'ailleurs dans l'enfilade. Hein. Si vous voyez le chemin ici qui quitte la ferme, si vous le poursuivez, vous entrez dans le domaine du château de la Costerie dont je vous parlais tout à l'heure. Cette ferme a été pas restaurée, mais en tout cas bien réaménagée, parce que vous voyez la photo en bas, c'est la photo du logis. Ce logis a été restauré il y a une vingtaine d'années.
remis en condition en tout cas, parce que la façade que vous avez, la belle façade ici le long, était camouflée par des annexes. Ces annexes ont été démolies pour remettre vraiment le bâtiment en condition. À l'origine, quand on se situe là avant le 15e, il n'y avait pas ce bâtiment-là, il y avait juste une grange, une seule grange, qui est probablement celle-là, voilà, ici. Et c'est une grange qui avait été construite par les moines du Val-Saint-Lambert. Et il y a toujours sur la façade de cette grange l'écusson que vous voyez ici, en haut à gauche, qui est l'écusson d'un abbé du Val-Saint-Lambert dont je dois connaître le nom, mais je ne l'ai pas mémorisé. Mais si vous souhaitez savoir, une petite question à Ludo, il me retourne le message, je vous dirai l'identité de ce moine. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette costerie. Oui, sinon peut-être préciser que le Val-Saint-Lambert, tout au long de l'histoire de Neupré, le Val-Saint-Lambert est présent à pas mal de moments. Il faut savoir que au XIIe siècle, les moines de Signy, l'abbaye de Signy, on se trouve là-bas tout près de Charleville-Mézières, avaient obtenu de la part des seigneurs d'Esneux des terrains à Strivet. On est donc au XIIIe siècle, avec en échange obligation pour les moines de cette abbaye de venir s'implanter à la Rosière. Ils sont venus là-bas pendant 2 saisons, mais les conditions étaient tellement difficiles qu'ils ont rejoint leur abbaye mère à Civry. Il y a eu une intervention de nouveau auprès d'eux pour qu'ils reviennent dans la région, mais ils ne sont plus revenus à la Rosière, ils sont revenus au Val-Saint-Lambert. Ils ont acquis au fil du temps énormément de propriétés, non seulement sur Neupré, mais aussi sur les communes environnantes. On voyait encore dans la presse il y a quelques jours la maison, une maison près de la Meuse, Bata. Oui, c'est ça. Hein. Mais cette maison, en fait, qui a été en vente il y a quelques temps, était un refuge de l'abbaye du Val-Saint-Lambert. On poursuit la promenade et on se retrouve sur la place de Neuville-en-Condroz où vous avez ici l'occasion de voir la situation actuelle. C'est la photo en dessous et la situation ancienne. On se rend compte que les choses n'ont pas tellement évolué en termes de bâtiments. Vous voyez que la librairie d'aujourd'hui, c'était une CAF. Alors, j'oublie toujours, CAF, c'est coopérative achat-vente. Hein, on me demande souvent ce que ça veut dire la CAF. Ben voilà, coopérative achat-vente, avec à côté 2 autres commerces qui étaient souvent café et à côté épicerie, mais c'était parfois épicerie-café en même temps. Hein. La photo suivante vous montre une autre comparaison. Hein. Vous voyez juste en face de vous, la photo actuelle, c'est chez Foni, la pizzeria. À côté, c'est la dentiste Madame Lenoir. Et vous avez en dessous le bâtiment tel qu'il était dans les années, à mon avis, ces photos datent des années 1930-1940. À part les façades qui ont été réappropriées pour le bâtiment Foni et pour la dentisterie, le reste n'a pas tellement changé. On s'est beaucoup inquiété de voir la façade du café impérial, là, vous voyez, par rapport à la façade d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une travée en moins. Il y a 4 fenêtres en bas, il y en a 3 en haut. En fait, ils ont remanié toute la façade parce que le bâtiment n'a pas changé de dimension. Il est toujours bien encastré entre le café d'une part et la dentisterie d'autre part. Remarquez aussi la borne là, dans la photo en bas à gauche. Ce sont des bornes qu'on appelait les bornes Michelin parce qu'elles étaient souvent sponsorisées par Michelin. C'était des bornes qui étaient de fabrication française et qui servaient de signalisation dans les années 1930-1940. Avant ces bornes, c'était souvent des plaques métalliques mises sur des poteaux en fonte. On en verra peut-être une tout à l'heure. Ces bornes étaient des bornes en béton dans lesquelles étaient scellées des plaques céramiques sur lesquelles étaient gravées les indications de lieu. On en a retrouvé une comme cela il y a une dizaine d'années dans un dépotoir à Plainevaux et on l'a remis
en place à son endroit d'origine, à la sortie de la route de Bonstier, quand vous rejoignez la grande route à Plainevaux. Ça fera partie de l'autre voyage. Autre vue encore, avec à gauche le presbytère. Hein. Voici la place telle qu'elle était. Vous voyez l'indication, hein, 1904, ces cartes postales. Celle-ci, en tout cas, fait partie d'une des premières éditions. C'est vraiment une édition de fin 19e, donc fin 1800, début 1900. Qu'est-ce qu'on y remarque? Ben voilà, vous voyez les plaques de signalisation, là, je vous montrais tout à l'heure. Ben voilà, avant les bornes comme celles qu'on vient de voir, c'était ce genre de choses qui existaient. À remarquer aussi la pompe, ici au milieu. Ce sont des pompes qui ont pas mal évolué aussi, qui changeaient à peu près tous les 20-30 ans. On changeait de mécanisme. De nouveau, le vicinal. En face de vous, là-bas, c'est les 36 tournants. Et la petite maison que vous voyez ici a été démolie. Beaucoup de changements ont été apportés à cette place dans les années 1940, un peu avant 40. La voilà aujourd'hui, avant, après. Vous voyez le bâtiment de droite, pardon, la photo postale, la carte postale en bas, en brun, vous la superposez, vous retrouvez les deux bâtiments. Des questions aujourd'hui, une remarque quand même, vous voyez que le bâtiment de gauche, celui-là, le très laid bâtiment qui a traîné longtemps au carrefour de Neuville, en fait, a été amputé d'une travée. Il a été coupé à cet endroit-là. Donc, le mur que vous voyez à l'extérieur là-bas, c'est en fait un mur intérieur. Cette modification a été faite lorsque l'on a aménagé la place. Les propriétaires du lieu, qui faisaient partie de la famille Pire, ont essayé vainement de faire exproprier le bâtiment. Il n'y a pas eu d'accord, donc le bâtiment n'a pas été exproprié, il a été conservé, mais il a été méchamment raccourci. C'est un commerce. Vous voyez, ceci est un commerce. Je crois qu'on le voit peut-être mieux c'était sur une autre photo. Je reviens en arrière. Précédent, encore une fois. Oui, je ne le vois pas parce que moi j'ai les bandeaux voilà, ici. Vous voyez, on voit le nom du magasin au Bon Marché. Ce magasin a été par la suite aussi un Delhaize. Nous avons des vieux documents, des cartes postales où il y a une grande enseigne là-bas, Delhaize. Cette famille, vous voyez ici, c'est la maison Lecoq-Corbusier qui était liée à la famille Pire. La famille Pire était une famille très présente sur la commune de Neuville. Il y avait entre autres un tailleur, Pire, qui vendait des machines à coudre, qui était installé dans une maison à côté de la grosse villa de chez Watley quand vous partez vers Ivoramé, pardon, mais c'est une autre histoire. Alors, je ne pouvais pas quitter la place sans vous montrer ces documents qui sont quand même assez exceptionnels. Hein. Ce sont des photos qui datent de 1945, ce sont des passages d'Américains. Sur la photo en bas à gauche, vous voyez un convoi avec au loin le relais, donc le relais qui héberge aujourd'hui les enfants placés. En face, vous avez la bibliothèque. Et puis, vous voyez la photo de droite, le transport de chars qui arrive sur la place de Neuville, telle qu'elle était à l'époque. Et vous voyez qu'on a réinventé le rond-point aujourd'hui, qui existait déjà à l'époque. Hein. Ce carrefour a été rectifié, hein, vous vous en doutez, parce qu'il n'y avait pas un recul comme ça à gauche. Hein. Imaginez que là-bas, vous avez maintenant un parking, hein, le parking ici, qui a permis de réaligner un peu la voirie. Hein. Ce sont des photos exceptionnelles. C'est une collection de photos assez exceptionnelle qu'on a reçue d'un monsieur Bonsang, qui malheureusement aujourd'hui est décédé, il avait 90 et quelques, et qui venait régulièrement, c'était un passionné par Neuville, et venait habitant en Liège, et il venait régulièrement à Neuville et logeait au presbytère. Pendant la guerre, à cette époque-là, en 1945, il avait à peu près 17-18 ans, et il a, de la fenêtre du presbytère, photographié assez systématiquement tout ce qui se passait à cette époque. S'il y a des photos, Ludo, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà une autre photo, toujours au pied du presbytère, hein,
d'un convoi américain. Et vous voyez au dos les commerces qu'on a vus tout à l'heure sur la place, qui sont des commerces, qui sont des cafés essentiellement. Alors, un petit détour par quelque chose de nettement plus actuel. Je suis descendu là-bas à Ivoramé avant de prendre la route de France. Vous voyez, je suis au Val-Saint-Lambert. Hein, vous avez la route principale que l'on prend là, quand on va vers Neuville. Pour vous dire que la route qui traversait Neuville, qu'on appelle la route de France, mais qu'on appelle aussi la pavée, et vous devinez pourquoi, hein, vous avez vu qu'elle était pavée, provenait de cet endroit. Donc, quand on venait de la vallée, on empruntait ce chemin, ici à gauche. C'est une grimpette quand même assez conséquente, comme vous aviez à Hambourg aussi. Hein, c'était souvent des chemins de ce genre-là qui permettaient de sortir de la vallée. Ce chemin se poursuit dans la montée et vous voyez l'état des lieux. Hein, vous voyez la route pavée qu'on appelle route aussi Napoléon, hein, qui va passer en face du château de la Croix-Saint-Hubert et qui va rejoindre Neuville-en-Condro. Alors, cette route, cette pavée, comme on l'appelle, était une voie essentielle de communication entre la vallée, entre Liège et la France. Alors, vous diriez, oui, mais on aurait pu aller aussi en France par autre part. On pouvait effectivement suivre la Meuse, Givet, etc. Mais il faut se dire qu'on est là-bas dans les années 1400-1500. C'était d'abord, avant d'être pavé, c'était d'abord des chemins de terre. Et on essayait aussi de trouver des trajets qui évitaient de passer par chez les ennemis, comme on dit. Hein. C'était l'époque de la principauté de Liège, c'était aussi l'époque du Brabant, et il n'était pas bon de traverser certaines régions au risque de se faire taxer, de voir les convois arrêtés, etc. Donc, la route de France qui a été tracée, que vous voyez là qui monte à gauche, restait, on peut le dire, en pays ami pour rejoindre la France. Alors, cette route était d'abord un chemin de terre. Elle n'a été pavée, elle a été créée dans les années 1600. Elle a été pavée seulement dans les années 1700. Je regarde, je vérifie la date. Oui, elle a été effectivement créée en 1665. C'était une route qui était une route en terre, en boucaillon, et pavée seulement à partir de 1750. Alors, cette route était relativement importante. Pourquoi? Parce qu'elle permettait aux convois d'envoyer vers la France différents produits émanant de la région. On peut citer la rouille, les draps, les cuirs, les clous. Liège était connu comme une manufacture de fabrication de clous, une manufacture assez conséquente. Et puis en retour, vous pouviez recevoir pas mal de produits de France. Je vais en citer un seul, hein, le vin, hein, mais aussi des soieries, de la bonneterie, etc. Alors, je vous ai dit qu'on allait passer devant la Croix-Saint-Hubert en prenant cette voirie. La Croix-Saint-Hubert est un élément important aussi dans l'histoire, bien que ce ne soit pas sur la commune de Neupré. C'est un lieu de résistance assez important pendant la guerre 40. Il y avait là-bas un refuge de maquisards assez conséquent. Voilà pour ce qui est de la voirie. Donc, pour ce qui est de la pavée, on en vient maintenant au vicinal. Et voilà une photo assez précieuse aussi qui a été faite par le monsieur Bonsang dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, l'école à droite, maison communale, école des garçons, école maternelle aujourd'hui, en face le relais. Et vous voyez là-bas un tram. Je vais essayer de faire un agrandissement, ça doit être possible. Voici, donc cette photo date des années avant la guerre, un peu avant la guerre, quand on voit les locomotives. C'est donc un tram qui venait du Val-Saint-Lambert et qui partait vers Claviers. Ce qui est important aussi sur cette photo, ce qui est précieux, vous voyez la dame hein, avec ses deux seaux, elle vient de se ravitailler à la pompe du Bida. La pompe du Bida, la voilà. Malheureusement, elle a disparu. Sinon, qu'au sol, là-bas, si vous passez, vous verrez que les plaques, les citernes existent toujours et sont toujours sous eau. L'intention est d'essayer de remettre là-bas une pompe. Ça fait partie un peu de notre petit patrimoine. Remarquez la dame qui vient de venir chercher son dos, hein, qui utilise pour transporter ses seaux, ce qu'on appelle un harquet. Alors, voilà, en français, on peut peut-être dire une palange. C'est un moyen assez traditionnel pour transporter le lait, l'eau ou des colis assez importants.
les vues des trams traversant la commune de Neupré sont vraiment exceptionnellement rares. C'est assez étonnant. Quand vous allez du côté de Nandray, vous avez des tas de photos de vicinales, de gares. Neupré, très peu, c'est rare. Pourtant, nous avions deux circuits, deux voies importantes. Celle-ci, je vous rappelle, permettait de partir du Val-Saint-Lambert, de rejoindre Claviers. Il y avait une autre ligne qui partait d'Ougré et qui permettait aussi de rejoindre Claviers. Cette ligne d'Ougré montait vers Plainevaux. Donc, montait par la Chaqueux, arrivait à Plainevaux et puis filait vers Claviers. Alors, pour la petite histoire, cette ligne a été lancée dans les années 1890 et elle a été désaffectée en 1952. Elle a d'abord perdu toute sa partie voyageurs. Elle ne faisait plus que du transport de marchandises, mais elle a perdu le transport voyageurs tout simplement parce que c'est l'époque où sont apparus progressivement les bus, les autobus. Ludo, ça va? Je ne suis pas trop lent, trop rapide. C'est parfait, Edouard, c'est parfait. Et mais s'il y a une remarque. Pour t'encourager, néanmoins, c'est que le nombre de vues est assez impressionnant. Merci à toi, Edouard. Oui, mais je vais stresser alors. Je vais commencer à stresser. C'est une question, mais bon, à un moment donné, les chiffres sont là. Moi, je ne peux constater. C'est la rançon de la gloire, Edouard. Oui. OK, vue suivante. Ah oui, je dois revenir. Voilà. Vue suivante, c'est de nouveau le tram. Je vous disais, il n'y a pas beaucoup de vues. En voilà une autre. C'est le tram dans les dernières époques. Vous voyez le genre de véhicule. On est là-bas quelques temps après la fermeture de la ligne. Le tram est sur la ligne que vous voyez en bas. Donc, la photo de carte postale en bas, c'est l'entrée du tram dans la réserve du Rognac. Donc, la rue que vous avez là-bas, c'est la rue du Moulin. Donc, c'est la rue, pour vous situer un petit peu, vous prenez la rue du Hoc, vous descendez la rue du Hoc, et à gauche, vous avez une rue qui fait une boucle, c'est la rue du Moulin. Et vous voyez ici la ligne du chemin de fer qui entre dans la réserve. C'est la vue du dessus. Le tram passe pratiquement au-dessus du moulin de Neuville dont on va parler dans un instant. Le voilà. Donc, pour y arriver à ce moulin, comme je viens de vous le dire, vous prenez la rue du Moulin, donc c'est une rue qui donne dans la rue du Hoc. Le moulin ici est un moulin à eau. Il était divisé en 3 parties. Quand vous arrivez devant ce moulin, la première partie avec la porte cochère là-bas, c'était le local technique. Puis vous aviez l'habitation et puis la dernière partie, il s'agissait des écuries. Alors, ce moulin a été construit fin des années 1800. Donc, c'est un moulin, on peut dire, relativement récent, qui a brûlé en 1945. On pense que ce sont les Allemands qui ont brûlé parce qu'ils s'étaient installés là-bas en faisant du feu. Enfin, soit il y a eu là-bas détérioration du moulin. Il n'a jamais plus fonctionné. Il a été utilisé essentiellement comme ferme. Mais avant cela déjà, on a trace d'une restauration de ce moulin en 1800. Donc, je vous rappelle, construction du moulin fin 18e, donc 1700 et quelques. On a la preuve que ce moulin a déjà été réparé et restauré en 1800. On a la trace aussi de la fin de l'exploitation du moulin en tant que moulin en 1870, brûlé en 1945 et utilisé après comme maison d'habitation essentiellement. Le voilà aujourd'hui, entièrement restauré, mais vous êtes en sens inverse. Vous voyez, locaux techniques, habitation, écuries qui ont été aménagées en habitation. Cette étape est occupée par M. Thies, que certains connaissent, et la partie ici technique a été réaménagée dernièrement, et je pense est occupée par la famille Uoda. En bas à droite, vous voyez un élément, c'est un segment d'une roue de moulin
qui est faite dans un bloc de poudinque, donc c'est un agglomérat de pierre, de silex et d'espèces de ciment, dans lequel vous voyez les traces, les tailles qui ont été faites pour pouvoir moudre le grain. Ce morceau de roue ne fait pas partie du moulin que vous avez ici, il fait partie d'un vieux moulin, parce qu'il existait un peu en contrebas. Un autre moulin, dès que vous longez ce bâtiment et que vous faites à peu près 200 mètres, vous entrez dans la réserve du Rognac. Et dans cette réserve, il y a des traces d'un vieux moulin qui était là, qui date du Moyen-Âge. On le situe dans les années 1400 à peu près. Et la pierre que vous avez là-bas, c'est un vestige de ce moulin. Il ne reste pas grand-chose parce qu'à l'époque, c'était une construction en bois. On distingue encore l'endroit où il y avait probablement la chute d'eau, mais c'est relativement difficile d'identifier les lieux. Il y avait aussi en face de ce vieux moulin et de ce moulin que vous avez sous les yeux, une source. Le lieu existe toujours, on parvient toujours à identifier l'endroit et c'est une source qui était réputée pour soigner les yeux. Mais malheureusement, on n'a plus trouvé aucun témoignage de personnes de la commune qui aurait souvenir ou trace de l'utilisation de cette source. Si on poursuit la visite, le trajet, vous identifiez, nous quittons la place de Neuville, nous empruntons la route des Sneux et nous arrivons ici au croisement avec la rue du village. Ce qui nous permet de faire un petit détour, de quitter notre trajet qui est effectivement de prendre la route des Sneux, de dévier un petit peu et d'aller nous rendre compte, d'aller voir le château de Neuville-en-Condroz et de ces différentes évolutions. On ne va pas entrer dans le détail, on va survoler ici avec cette première gravure qui est une gravure qui date de Leloup, qu'on situe dans les années 1700, 1750. Et vous retrouvez dans cette gravure le château au milieu, et vous voyez que ce château est entouré par d'autres bâtiments qui étaient la ferme, la première ferme du château de Neuville-en-Condroz. Le jardin est mal représenté. Le jardin, vous devez le shifter plus à gauche. Il était vraiment dans l'alignement du château. Il faut vous dire que les graveurs de l'époque, quand ils faisaient des représentations comme celle-ci, devaient graver à l'envers. Et puis, ils enduisaient d'encre avant de faire l'impression. Donc, ce n'était pas évident. Première représentation que nous connaissons, la plus ancienne en tout cas, qu'on retrouve en partie sur cette peinture. Ça, c'est vraiment un document exceptionnel. C'est une peinture du château de Neuville qui se trouve, enfin, j'espère qu'on peut dire qui se trouve et pas qui se trouvait au château de Vervaux. Et vous savez que le château de Vervaux a brûlé il y a quelque temps. Le château de Vervaux qui appartient à la famille Tornaco. C'est une peinture qui fait à peu près 1,50 m de long sur 1 mètre de hauteur, qui est vraiment une peinture sur laquelle on voit des personnages du XVIIe siècle. Hein. Quand on voit les habits, quand on voit l'animation ici, on peut situer cette action au XVIIe. Et vous avez le château tel qu'il était à cette époque-là. On pourrait en discuter longuement parce que les tours ont évolué, il y a des tours qui n'existent pas là, qui existent aujourd'hui, etc. Bon, voilà, on peut retenir ici que c'était du temps certainement de la famille Delannoy, qui est une famille importante qui a occupé le château durant de longues années. On avait essayé au niveau d'obtenir ce château, on avait vu M. Tornaco parce qu'il est en très mauvais état. Vous voyez ici, il y a vraiment la toile est pas mal dégradée, mais il y tenait à cette toile, on n'a pas pu la voir ou la négocier. J'espère qu'elle n'est pas partie dans l'incendie. Voilà une époque un peu plus récente. Ici, nous sommes au 19e siècle. Vous voyez que les Delannoy ont transformé ce château pour en faire une demeure de plaisance. Vous voyez que la ferme qui entourait le château a disparu et a été reconstruite sur le côté, là où elle est aujourd'hui. Cette ferme, effectivement, vous voyez sur les pierres, les dates gravées datent du XVIIIe siècle. Mais voyez, quand on compare, un petit détail, hein, je ne vais pas entrer trop quand même, quand on compare ceci avec les vues précédentes, cette tour-là n'existait pas et cette extension de bâtiment non plus. Le château s'arrêtait à ce mur.
Alors, la photo suivante est assez exceptionnelle. Là, on est en 1940. Et on doit cette photo non pas à M. Bonsang, dont je vous parlais tout à l'heure. Celle-là, il ne l'a pas fait, il a volé, en fait. Il nous a expliqué qu'il circulait beaucoup dans le coin et il a vu, je pense que c'est au presbytère, les Allemands qui étaient là et qui avaient ces photos en main. Et ils ont déposé les photos sur une table. Et puis, il s'est accaparé de deux de ces photos. Il y en a une deuxième qui est moins intéressante, mais celle-ci en particulier. Hein. Voyez l'état du château à cette époque. On ne comprend pas la tenue de ces Allemands. On a pu comprendre s'il y avait de la neige, ce n'était pas le cas. Enfin, voilà, le modèle d'occupation 1940. Autre évolution, après la guerre, le château, le voilà. Donc ici, je parle de la photo en haut à gauche. Ce château a été racheté par un monsieur Mikkels dans les années 50. Rappelons que monsieur de Tornaco, qui était propriétaire de château, est décédé pendant la guerre 40. Le château a été racheté après par ce monsieur Mikkels, qui était négociant en bois, provenait de Malines, et qui a exploité outrageusement les photos environnantes, a abattu des arbres. Sa question, Udo? Oui, non, dis-moi ce qu'il y a quelque... Non, ça va. Donc, exploiter pas mal les forêts environnantes. Alors, ce château était déjà fortement abîmé. Hein. Il y avait des robots qui sont tombés. Un robot, en tout cas, est tombé dans les temps, etc., a endommagé les toitures. Rappelons que sur cette photo, l'élément le plus ancien, c'est évidemment le donjon. Alors, je vais trop vite. Le donjon, hein, qui est vraiment d'époque. Sinon que les Delannoy, qui en ont fait une demeure de plaisance, ont garni cette tour de pierre. Donc, cette façade a été entièrement regarnie. En bas, vous avez les deux écussons de la famille de Tornaco à gauche, dernier occupant des lieux en tant que famille. À droite, vous avez les armoiries de la famille Delannoy. Avant ça, vous aviez aussi la famille Warnan. Les écussons existent aussi, mais pas de façon aussi apparente. Alors, en bas à droite, c'est encore un peu plus tard. Et puis, la photo en haut à droite, c'est la situation telle qu'elle existait il y a quelques années que beaucoup de Nupréens ont connue. On dirait qu'il n'y a plus d'eau, Edouard, là. Il y avait, à un moment donné, il n'y avait plus d'eau. Attends, je reprends la photo précédente. On ne voit plus du tout les étangs. Non, ben voilà, tu vois, ouais. ici. Oui. Non, effectivement, hein, il y a eu un moment donné où c'était complètement vasé. Et on le voit d'ailleurs sur la photo suivante. Tu vois, regarde. Donc, ceci est une photo de l'époque du cercle équestre tenu par les Jacquemotte. Et toute cette partie était envasée. Hein. Oui, c'est là. On aurait bien voulu d'ailleurs fouiller dans ces étangs parce que on a des témoignages qui datent qui indiquent que pendant la guerre, pas mal de choses sont parties par les fenêtres et ont été jetées dans les douves. Certains habitants de Neuville, d'ailleurs, m'ont montré des objets, des assiettes aux armoiries, etc., des tornacos, etc. Donc, voilà. Ceci est la photo vraiment la plus récente avant la restauration. Ce qui était encore utilisable, c'était les sous-sols et puis la cafétéria qui était là. Et ce bâtiment ici. Hein. Mais vous voyez, ceci n'était plus du tout utilisé. Ceci est intéressant parce que ça nous permet de situer, de voir l'évolution du château au cours du temps. Parce que tout ceci, par exemple, vous voyez, à l'avant, est une construction relativement récente faite par les Delannoy. Ça, c'est assez étonnant. Quand vous aviez des châteaux construits dans les années avant les années 1600, souvent quand ils ont été réaménagés au 18e, 19e, on a doublé l'épaisseur en nombre de pièces des châteaux. Donc ici, l'épaisseur initiale, c'était ceci. Et vous voyez qu'on a doublé, on a élargi largement le château, comme on l'a fait à Plainevaux aussi d'ailleurs. Voilà. Une photo. Je ne vais pas dire que c'est l'avenir parce que depuis les choses ont évolué. Vous avez de la pelouse là-bas, des réaménagements ici, mais c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est le travail de Monsieur Lacaille.
mais qui a aujourd'hui vendu le château. Pas beaucoup de précisions sur les nouveaux propriétaires, à moins que notre bourgmestre en ait. Mais oui, on l'a rencontré, le monsieur en question, qui a l'air tout à fait sérieux, qui veut en faire, en fait, donc préserver le château tel qu'il est et faire une salle de réception c'est ça. et de séminaire pour des sociétés. Et la partie droite, alors la partie ferme, ce serait des chambres d'hôtes avec des termes, avec l'idée de pouvoir célébrer un mariage pendant tout un week-end, par exemple, faire venir C'est les ça. invités Oui. le vendredi soir et leur permettre de rester en famille jusqu'au dimanche. Oui. Donc ça peut être bien, ce serait quelque chose de très correct et Oui. pas un lieu de fête exagéré. Mais... Non. C'est bien. C'est bien. En fait, la conclusion de tout ça, c'est quand vous voyez le château avant ceci, c'est quand même impeccable. Hein. Ce château est restauré pour des années. Hein. On pensait qu'il disparaîtrait, ce bâtiment. Hein. On a failli faire la maison communale aussi dedans, on y a pensé aussi, Ben oui, de le racheter, mais c'était trop cher en termes d'aménagement puisque les salles n'étaient pas du tout adaptées pour en faire des bureaux, des accès aux personnes à mobilité réduite, etc. Donc... Les aménagements intérieurs auraient coûté aussi cher que l'achat du bâtiment. Voilà, exactement. Oui. C'était pas très central par rapport au reste de la commune. Non. Mais il y avait eu la même tentative, on en parlera tout à l'heure parce que ce sera l'arrêt un peu de notre voyage au château des Granges. Hein. Alors voilà, nous reprenons notre trajet. Nous étions Grand Route et on prenait la direction des Sept Fables. Et voici à droite l'état des lieux en 1930-1940. Hein. Vous voyez la route d'Esneux, quand je dis la Grande Route, pardon, la route d'Esneux. On doit chercher les constructions, ben, il n'y en avait pas. Hein. Et vous la voyez à gauche. Aujourd'hui, le bâtiment de droite, ici, c'est un café que voici, hein, c'était le Bon Accueil. C'était café à gauche et à droite, c'était épicerie. Alors, les trois personnes qui sont, deux des trois personnes qui sont là-bas nous permettent de situer la date de la photo. Précisément, c'est 1930. Pourquoi? Parce que les deux personnes de gauche que vous avez là-bas vont participer aux manifestations du 100e anniversaire de la Belgique en 1930. Ce café a survécu longtemps à Neuville. À une certaine époque, les gens du coin m'ont dit, je ne sais pas si je peux le dire, mais qu'ils allaient parfois boire un verre au Six-Fesses. Au Six-Fesses parce qu'apparemment, c'était tenu par trois filles. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas cette époque-ci. Nous étions après-guerre. Hein. Pardon? Tu t'es garé. Je m'égare. OK. Je vous parlais de l'indépendance. Vous voyez les deux personnes qui étaient sur la photo. Mais la dame déguisée en infirmière, il faut que je la repère. Mais je pense que c'est celle-là ou celle-là. Enfin, soit. Ceci a permis de les identifier en tout cas. Ces manifestations étaient somptueuses. Hein. Elles se faisaient dans tous les villages. On a des photos identiques pour Roteux et pour Plainevaux. Vous voyez, voilà le deuxième personnage déguisé en liégeant, genre Tchénanes. C'était aussi accompagné par de nombreux chars. Voilà, un des chars. Nous sommes toujours sur Neuville. C'était quoi pour fêter l'indépendance, les 100 ans de l'indépendance? C'est pour le 100e anniversaire de l'indépendance. Oui. C'était vraiment fêté en grande pompe un peu partout. Hein. À Plainevaux, on a repris d'ailleurs dans le petit patrimoine un arbre qui a été planté pour le centenaire qui se trouve sur le bâti. On emprunte la route d'Esneux, à droite l'ancienne maison occupée par le notaire maréchal, hein, et puis vous voyez de nouveau ici on ne voit rien comme construction. Ce lieu-dit s'appelait la petite barrière, on en parle peut-être encore parfois. Pourquoi? Parce qu'il y avait payage. Cette action de payage, enfin les petites barrières, les barrières existaient dans les années 1950, c'était après l'indépendance de la Belgique, et à mon avis la Belgique avait besoin de sous. Donc, on a instauré des péages comme ça sur les grands axes. Hein, pour passer d'une commune à l'autre, il fallait payer en fonction du véhicule, donc attelage, dimension de l'attelage, etc. Alors, assez étonnant aussi, vous voyez le petit attelage là, sur la droite, c'était courant d'utiliser des chiens pour tracter des petites charrettes pour le transport, entre autres, du lait. Hein, c'était courant de voir des petites charrettes comme ça tirés par des chevaux. Il y en a eu énormément aussi pendant la guerre, hein, des chiens comme ça
pour transporter même des munitions et autres. Alors, on arrive au-dessus de la route d'Esneux. Il faut vous dire qu'on est à cette époque-là, la route du Condro n'existait pas. Et le cimetière américain venait de se créer. Et vous avez ici à gauche l'entrée du cimetière américain, qui est en fait l'entrée de service aujourd'hui. Donc l'entrée officielle, c'était l'entrée de service, avec les fameux panneaux là, style américain, que vous voyez ici à droite de la photo, cette espèce de plaques qui pendent à un poteau. Il y en avait dans le centre de Liège, il y avait des plaques comme ça qui indiquaient cimetière de Neuville-en-Coudreau, tant de kilomètres, cimetière de Margraten en Hollande aussi. Donc tout ça était signalé. Donc entrée du cimetière américain avant d'arriver au carrefour des 7 Fao. La route du Condro, dont on reparlera, ne sera ouverte qu'en 1958, le dernier tronçon. Le voilà, ce fameux carrefour des 7 Fao. Donc ici, on est au-delà des années 60, hein, je vous disais, ouverture de la route du Condro en 58. La fameuse route en béton qu'on a, je me souviens, je crois avoir connu ça hein, quand même. Et on s'en rappelle parce que quand on passait dessus, ça faisait tagadak, tagadak. Hein. Il n'y avait pas 10 000 véhicules par jour dans chaque sens. Là. Ah non, là c'était on pouvait traverser à son aise. Hein. Ouais. Mais ici, ça doit dater des années 60 quand on voit les constructions. Hein. Cette route du Condro d'ailleurs a été inaugurée en 58 et en 59, il y a eu sur ce tronçon un championnat féminin, championnat cycliste mondial féminin en 1959. J'ai d'ailleurs été interrogé récemment par une personne je crois que c'est en Flandre, j'ai oublié le nom du patelin. Il y a un musée du cyclisme et ils sont en train de faire des recherches sur ce fameux championnat cycliste féminin. On est en train de chercher de la doc sur le sujet. Alors, c'est le dernier tronçon parce que cette route du Condro quitte donc Angleur, hein, la montée du Sartillement, et rejoint la fameuse route de France dont on parlait tout à l'heure, après la pêcherie. Donc, à la pêcherie, c'est fini. La voirie existait déjà. Ici, pas. Ceci est tout nouveau. Et sur les cartes aériennes qui datent de 1948, voyez aussi que l'entrée, par exemple, de la fameuse, je dis centrale électrique, du relais électrique, ne se faisait pas par la route du Condro, il se faisait par la rue Bel-Air. Hein. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Oui, c'est que cette route, initialement, pour rejoindre n'existait pas. Vous aviez, pour monter d'Angleur, la Jardinière. Hein, on montait la route du Condro, on prenait la route de la Jardinière à gauche, on arrivait au Sartillement, et puis au Sartillement, vous n'aviez pas d'accès vers Plainevaux comme maintenant. Donc tout ça a été créé de toutes pièces. Voilà, certainement une vue qui date de la construction, ou en tout cas de cette époque, ça doit être le tronçon pêcherie. Vous voyez en face de vous, c'est la pêcherie certainement là-bas. On reconnaît les caniveaux, ils existent toujours. Alors, au carrefour de cette fois, vous aviez quand même ceci qui était très, très pittoresque. Hein. D'abord, une friture, comme on dit, hein, qui était tenue par la famille Roussel. Et au-dessus à droite, vous aviez monsieur et madame Roussel. La dame tenait la friture et monsieur Roussel avait son véhicule de Twin Secours. On est là-bas dans les années 1960, je vais vous dire ça avec précision, je crois que ça doit être 60. Effectivement, donc là, ils ont démarré ce petit commerce en 1960. Ils avaient même quelques tables, hein, vous pouviez vous installer, il y avait 6-7 tables. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un bus, c'était aménagé. Et ils ont arrêté leurs activités en 1967. J'ai encore rencontré monsieur et madame Roussel il y a quelques années. Ils habitaient toujours à la Rimière. Avant de partir vers Retour, on ne peut pas ne pas citer le cimetière américain, mais en résumé aussi ici, simplement pour citer quelques dates et quelques faits.
À gauche, vous avez le cimetière tel qu'il existe aujourd'hui, que vous situez bien par rapport au château de Neuville, hein, que vous voyez là-bas en contrebas. Hein. Et puis, vous avez à droite le cimetière provisoire. Il faut savoir que le cimetière provisoire a été ouvert en février 1945, quelque temps après le démarrage de l'offensive des Ardennes. Or, on appelle ce cimetière des Ardennes, ce qui est un peu une fausse appellation, parce que dans ce cimetière américain, vous avez à peine 200 à 300 soldats qui sont des victimes de l'offensive des Ardennes. L'essentiel des soldats américains enterrés ici sont souvent des équipages de bombardiers ou des pilotes d'avions de chasse qui ont été ramenés d'Allemagne au fur et à mesure de l'avance des Américains en Allemagne et récupérés dans les cimetières allemands les équipages de bombardiers qui avaient été abattus et les rapatriés au cimetière de Neuville-en-Condro. Neuville a été créé aussi parce que Henri Chapelle était arrivé au maximum de sa charge. Il y avait Henri Chapelle plus de 10 000 tombes. Et au moment ici de la fin du cimetière provisoire à Neuville-en-Condro, il y en avait aussi à peu près 11 000. Il faut savoir qu'il y avait aussi des soldats allemands enterrés et qu'il y avait aussi, oui, je dis bien des soldats allemands, mais qu'il y avait aussi des soldats alliés. Ce cimetière provisoire créé en 1945 a été fermé en 1948, en septembre 1948. On l'a fermé. On a décidé que ce cimetière de Neuville allait devenir un cimetière permanent, à l'inverse d'autres cimetières provisoires qui ont été complètement démantelés, hein, comme Fosse-la-Ville par exemple, ou comme Foix. Neuville, par contre, est devenu définitif. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donc déterré tous les soldats. On a profité pour les réenterrer de façon correcte, mais aussi pour expédier aux États-Unis les soldats, les dépouilles que les familles souhaitaient récupérer. Donc, des 10 000, 11 000 tombes sont restées en Belgique à peu près à cette époque 5 000 soldats. Les Alliés ont aussi quitté le cimetière provisoire pour rejoindre des cimetières alliés. Les Allemands sont partis dans le cimetière de Lommel. Donc, il y a vraiment eu une réorganisation totale. Donc, retenons 48, on ferme le cimetière et on réouvre le cimetière au mois de mars 1949. À ce moment-là, c'est le cimetière définitif tel que vous le connaissez aujourd'hui. Il y a eu un incident très grave hein, en 1948, quand on a fermé le cimetière. Les propriétaires des terrains, c'était essentiellement des agences immobilières, se sont plaints et ont adressé de mise en demeure aux autorités américaines et à la Belgique pour qu'on évacue et qu'on libère ces terrains pour qu'ils soient récupérés par ces agences immobilières. Ça a créé un scandale qui a donné lieu à des différentes manifestations, mais je ne vais pas en parler, ça risque de prendre. Est-ce que tu peux nous rappeler si c'est un territoire américain ou pas finalement? Oui, voilà ce que j'avais posé comme question. C'est un territoire. Oui, donc il y a une convention qui a été signée avec les États-Unis. Hein. C'est donc bien un terrain belge qui a été concédé, qui a été prêté aux États-Unis. Donc les États-Unis peuvent l'occuper tant qu'ils veulent. Ils sont locataires, quoi, c'est ça? Oui, c'est une espèce de bail amphithéotique, c'est un peu comme ça. Mais le sol reste, la propriété reste belge. Il y a une convention qui a été établie en ce sens, oui. Merci. Voilà pour ce qui est du cimetière américain. Il a été reconstruit à peu près à la même place. Il y a eu un décalage quand même un peu par rapport aux deux implantations parce qu'il fallait permettre aussi de désenterrer d'un côté et de réenterrer de l'autre. Il faut savoir aussi que quand on a créé le cimetière provisoire, les soldats étaient enterrés avec les moyens du bord. Hein. C'était des linceuls, c'était des toiles de tente, c'était des cercueils. Donc, lors de cette opération de transfert, ils ont été identifiés et enterrés suivant des règles très strictes, comme ils savent les établir aux États-Unis. Il y avait d'ailleurs à Neuville un laboratoire d'identification qui était vraiment le laboratoire, qui a été longtemps le laboratoire compétent au niveau Europe, je pense même. Les techniques ont fort évolué hein, pour l'identification. Il y a de plus en plus d'exhumations maintenant. Hein, Oui, tu fais bien de le dire parce qu'on sait difficilement aujourd'hui donner le nombre de soldats encore ensevelis en Neuville. On sait voir le nombre de tombes, mais plus le nombre de soldats. Je crois que ces dernières années,
plus de 500 soldats ont été déterrés, réexaminés et peut-être identifiés, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est prendre des soldats inconnus, pour peu qu'on ait des éléments qui permettent de poursuivre l'analyse. Et sur base d'analyse ADN aujourd'hui, on parvient à identifier assez régulièrement. Donc, ça bouge très fort au cimetière américain. Ces exhumations, si on peut parler comme ça, se font toujours après la fermeture du cimetière, suivant un cérémonial très organisé en tout cas. Édouard, oui. Au niveau du lieu, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres sites qui étaient envisageables avant que celui-ci soit retenu? Ah oui, oui, oui. En fait, on a commencé à enterrer des soldats américains, non pas là-bas, mais dans un endroit qu'on appelle les Grands Champs à Plainevaux. Donc, quand vous êtes au carrefour de Plainevaux, vous descendez vers le village de Plainevaux. Sur la gauche, au-delà des bois, il y a un grand champ, un endroit qu'on appelle les Grands Champs. C'est là que les premières inhumations ont eu lieu, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ce lieu a été bombardé. Et lors de ce bombardement, des canalisations ont été mises à jour. En fait, c'est un endroit de captage d'eau pour le village de Plainevaux. Il y a toujours aujourd'hui d'ailleurs un petit bâtiment où il y a toujours captage. Les personnes qui ensevelissaient étaient au courant de cette situation, mais ne l'ont pas dit. C'est quand on a vu le résultat de ce bombardement que la décision a été prise de changer d'endroit pour ne pas polluer cette nappe phréatique. Mais c'était effectivement première installation dans les Grands Champs. Voilà. On revient sur notre trajet. Rappelez-vous, on était en train du carrefour des Sept Fas, on allait partir vers la rue rue Bel-Air, j'y arriverai. Et on passe ici à la Croix Bel-Air, ce petit arrêt pour vous montrer parfois le travail qui est réalisé par les ouvriers de la commune, avec malheureusement Jean-Pierre là qui depuis malheureusement nous a quittés et qui était vraiment quelqu'un de très intéressé par le maintien de ce petit patrimoine. On était ici à la Croix Bel-Air, qui voyait à droite était dans un état assez lamentable, qui menaçait de tomber en ruine. Et c'était l'occasion de reconstruire une croix, c'est celle qui était installée aujourd'hui, qui à mon avis est repartie pour un certain temps. Cette croix Bel-Air est installée à côté de chez pratiquement M. Faution, et c'est l'épouse de M. Faution qui est pratiquement la gardienne de ce petit patrimoine. Et c'est assez étonnant le nombre de croix qu'on voit sur la commune qui sont encore fleuries, sur lesquelles on accroche des ex-voto, vous voyez, étonnant, mais c'est encore relativement fréquent. Si je poursuis la rue Bel-Air, j'arrive à cet endroit. Voyez la ferme, j'ai oublié le nom du fermier, à côté du Cortil maintenant. Et on arrive au carrefour de la nouvelle poste, comme on dit, avec en face de cette nouvelle poste ce bâtiment qui était l'ancienne poste. Vous voyez, il est mis, ancienne poste. Avec en bas le carrefour, Bel-Air, c'est la maison ici de chez Loiseau. Alors, au niveau poste, j'ai quand même noté quelques dates pour dire que la première poste a été ouverte à Roteux en 1906. Et c'était à l'école des filles. Donc, l'école des filles, c'est l'administration communale d'aujourd'hui. Je réfléchis. Oui, exact. Et puis alors, la poste s'est installée dans cette maison qui appartenait à la famille Poissou en 1920. Puis après, elle s'est installée dans la maison communale d'aujourd'hui, la fameuse annexe qui aujourd'hui est occupée par, ça change tellement, je réfléchis, par le service culture, par Michel Lefebvre, par Nathalie Ciola, le petit bâtiment sur la droite de l'administration communale où il y a eu le service de population à un moment donné. C'était la poste là-bas. Avant qu'on ne... Donc, c'était dans les années 1954, cette annexe. Et puis après, vous avez eu la construction de la poste que vous connaissez tous aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai oublié de montrer ici, c'est parce que je ne vois pas avec les bordeaux, sur la maison Loiseau, ici, vous voyez, ce n'est pas le véhicule utilisé pour le transport du pain, c'était plutôt un charroi pour brasseur ou autre.
toujours rue Bel Air, hein, je vous ai montré tout à l'heure le charroi. Là, j'arrive, je vais trop vite là. Voilà, je vous ai montré le charroi à Neuville-en-Condroz. Mais de Neuville-en-Condroz, le convoi américain a poursuivi son trajet et est passé par la rue Bel Air. Et vous avez ici deux véhicules, half-track et char, qui vont arriver au carrefour de l'Oiseau, si on peut l'appeler comme ça. Hein. C'était évidemment la liesse. Hein. Vous voyez ici un certain nombre d'habitants qui se sont retrouvés pour entourer cet Américain. On a le nom de ces personnes. Hein. Il y a quelques personnes qu'on peut facilement reconnaître. Hein. Vous avez ici Paul Aymon, qui a été bourgmestre de Roteux. Vous avez un autre, frère Aymon. Là-bas, vous avez Alfred Aymon, aussi l'architecte, René Lafontaine. Je crois que là, c'est la famille d'Ister. Là, vous avez Albert Lafontaine, enfin, soit toute une série d'habitants du coin qui se sont retrouvés autour de ces Américains qui sont à l'avant-plan, mais qui sont ici largement à l'arrière-plan. On a toute une série de photos qui datent de la Libération, qui montrent des témoignages comme ça au niveau des trois communes. Voilà, on poursuit. À la poste, on va tourner, on prend la rue des Deux Églises pour vous montrer en grand la photo, les lieux tels que vous les connaissez aujourd'hui. Avec, qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, pour clin d'œil à gauche, la maison, donc le garde-champêtre Macquart, pardon, avec ce beau bâtiment du 18-19e siècle, hein, qui fait face à l'autre bâtiment qui est aussi remarquable, alors on le voit à droite, qui est la maison occupée par l'ancien ministre Hansen. Alors, des photos de la place. La photo en haut à gauche, je vais vous la situer par rapport d'abord à la photo de droite. Le bâtiment tout blanc là, que vous avez sur la photo de droite, c'est la première pharmacie, c'est la pharmacie de Roteux de l'époque, hein, que vous retrouvez là. Et le commerce que vous avez ici, qui est un commerce de peinture de la famille Lafontaine, ce commerce a été démoli, voire photo de droite, pour reconstruire le bâtiment appartement que vous avez en bas, le bâtiment à plateforme. On a toujours comme point de repère le bâtiment, le laid bâtiment là à gauche. Hein. Ça ne passerait plus en CCAT hein, pour la petite histoire, ce genre de choses. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce fameux bâtiment qui a disparu. Ça, c'est l'administration communale de Roteux, qui n'existe plus. Et on y trouvait là-bas non seulement les services de l'administration, mais comme je vous le disais tout à l'heure, une administration cumulait souvent d'autres dispositifs. On y a logé des personnes là-bas, des ménages ont vécu là-bas, et puis elle a servi aussi à certaines époques d'école, de partie d'école en tout cas. Voyez en bas, vous resituez. Tu as coupé ton volume, Edouard. Edouard, je pense que tu as coupé ton micro, Edouard, tout simplement. Tu as le petit logo. Le micro. Edouard? À gauche. Oui, il ne nous entend pas. Tu nous entends, Edouard? Si, il nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. Ton micro, en fait, il est en rouge, donc ça veut dire que ça a été coupé. En bas à gauche, à mon avis. En bas à gauche. C'est sur l'écran même. Je t'ai envoyé une demande de réactivation du micro. Ça va? Voilà. Voilà, ok. parfait. Voilà. Oui, c'est un joueur avec ma souris, comme on dit. Voilà. Alors, attends, je reviens maintenant au diaporama. Voilà. Alors, pour la petite histoire, hein, voilà l'abbé qui entre dans le commerce. Hein. C'était l'abbé, j'oublie toujours son nom, Debert de l'Art. En 3 mots, en 4 mots. Debert de l'Art. Et puis, vous avez à droite, c'est en fait l'administration communale. Donc, si vous bougez cette administration communale, ben, vous avez le côté de la maison actuelle, la maison communale actuelle, en fait. Hein.
la place de Roteux, avec à gauche le stock américain, vous connaissez, avec deux hangars, vous voyez, remises, mais surtout jeux de quilles. Il y avait un jeu de quilles là-bas dans le premier hangar. Vous aviez une pompe pour distribuer de l'essence. Vous aviez une pompe à eau au milieu, pompe qui a évolué au cours du temps, hein, que vous retrouvez là-bas sous une autre forme. Là-bas, c'est une pompe à godet comme on trouve près de l'administration communale, tout près du service travaux. Alors, des commerces en nombre aussi. Hein. Vous aviez une boucherie, vous aviez un café, vous aviez des épiceries, vous aviez aussi cordonnier. Enfin, c'était entouré cette place était entourée de commerces. Ici aussi, hein, vous connaissez ce bâtiment qui est le comptoir gourmand, qui a été chez Mosset avant, fromagerie, qui a été bonneterie, lingerie. Et puis, derrière, vous aviez le garage de chez Delancey. Hein, mais on ne voit pas sur cette photo. Ici, vous avez le début de la rue Maflot, en fait. Hein, donc, on quitte la place et on descend vers la rue Maflot. Grosjean, là, c'est ça, la maison. C'est Grosjean. Tout Ah, ceci oui, a été transformé par la famille Grosjean. Hein. Et il y avait un étang ici, vous voyez. Quand on continue à gauche, on a la rue au Rochester. Et ici, vous aviez un étang. C'est vrai qu'au niveau de Roteux, surtout de Roteux, il y avait énormément d'étangs. On a déjà passé à côté d'un étang quand on descend la rue des Deux Églises. Là, il y avait un étang dans le fond. Vous aviez l'étang ici, rue Maflot. Vous aviez un étang à Bonsnier aussi. Donc, c'était un endroit à étang. Il paraît qu'on y rouissait le lin. De là, l'origine du mot de Roteux, de rouir. Hein. Alors, oui, voilà quelques exemples hein, de commerce, pardon. Exemple de la rue des Deux Églises. C'est pour faire plaisir au service des travaux ici. Remarquez, on n'a pas à se plaindre. Hein. Notez, on revient hein. de loin. Voilà. Hein. Alors, les commerces, ben, c'est ici la fromagerie que vous connaissez aujourd'hui, qui était tenue par la famille Lafontaine de Lecourt. Hein, ouais. C'est avec Monique. Et Monique, elle est où sur la photo? Monique, là, voilà. C'est la petite, alors? Non, Monique, la maman, c'était Monique. Et oui, ça, vous avez Éric et Jean-Marie Lafontaine. Hein, d'accord? Je n'ai pas demandé si je pouvais, ne dites rien. Hein. On ne dit rien, non. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Et alors, vous avez en face, il y avait une coopérative, là où se trouve la pizzeria Vulcano. Hein. C'était l'Union coopérative. Et voilà une des vitrines de l'Union coopérative, la démonstration que Homo lave plus blanc. Homo lave plus blanc, oui. Et je crois que vous avez Josiane Deloge. Ah oui. On ne lui dira pas non plus. Non, bah, toute mignonne. Hein. Alors, on va quitter le centre du village avec cette vue aérienne qui est quand même intéressante. Vous voyez, c'est déjà un nouveau monument, donc cette photo date au-delà de 1960. Vous voyez l'annexe où se trouvait la poste à un moment donné, la fameuse prison. Hein. Remarquez que le sentier ici allait tout droit, vous voyez, alors que maintenant le sentier est supprimé là-bas et longe le bâtiment ici, CPS, ouais. le CPS. Hein. La maison de chez Dromley existait déjà. Par contre, l'école n'existait pas. L'école de Roteux, oui. Voilà. Ouais. Le service travaux non plus, si. Et le service travaux non plus, non. La maison service travaux a été donnée, c'est quand même beaucoup plus tard, hein, ça, la maison rue du Chêne. Je n'ai plus les dates, mais je dirais que c'est presque, je me demande si ce n'est pas début des années 70, en 70. Okay. Alors, on va s'arrêter bientôt, sinon qu'ici, je suis au carrefour pour descendre vers le cimetière de Roteux, avec l'emplacement où se trouve l'école communale, le mur ici du CPS, la potale, le reposoir, comme on dit, qui a été créé par l'unité scout, et pour arriver la rue au Petit Moulin, donc c'est rue du cimetière, rue du Petit Moulin, pour vous montrer un autre élément du petit patrimoine. Un jour en passant, on a vu qu'il y avait cette croix qui se trouvait dans cet état complètement délabré, qu'on a, grâce aux services travaux qu'on a de nouveau réinstallé. Vous voyez, ils ont réaménagé le lieu et c'est là-bas que deux frères se sont noyés. 10 à 19 ans, ils se sont noyés en 1870 et quelques, on ne lit plus très bien, c'est en 1854.
On se demande comment c'est possible, hein, parce que quand on voit les lieux aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu marécageux, pardon, c'est marécageux derrière, mais c'est quand même impressionnant à cet âge de parvenir à se noyer dans un endroit comme celui-là. Mais c'est un lieu qui a été complètement réaménagé par le service travaux et que quelques bénévoles de Mémoire de Neupré, entre autres Monsieur de Failly, hein, qui avec patience a regravé les lettres et les a redorées. Alors on parle du petit moulin. En fait, il n'y a jamais eu de moulin à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi. L'appellation Petit Moulin est d'ailleurs très récente. Un petit détour aussi parce qu'on va partir vers Plaine-Vaux, donc on n'ira pas cette fois-ci au château d'Anglebermont, que voici, à l'occasion d'une fête des plantes, pas de la dernière, où on découvre ce bâtiment qui est le manoir, qui est vraiment un bâtiment remarquable, qui appartient à la famille de la Mine. Et avant, quand je dis avant, il y avait devant ce manoir cette fameuse construction, hein, ce fameux château en style néo-gothique qui a été créé fin des années 1900, 1800 et quelques. C'était la mode et vous avez dans la région un certain nombre de châteaux qui ont été construits suivant ce type d'architecture. C'était vraiment la mode. Il a été démoli dans les années 60. Vous voyez la photo en haut à droite, sa démolition. Heureusement que quand on a construit ce nouveau château, on n'a pas démoli l'ancien, parce que c'était souvent ce qui arrivait dans d'autres communes du Condro. D'ailleurs, hein, vous avez des châteaux néogothiques qui existent toujours, mais qui ont été construits sur les assises de l'ancien château. Or, ici, excellente initiative, hein, l'ancien château a été conservé et est toujours là. Pour la démolition, ils ont fait ça au tracteur. Hein. On a certaines photos où on voit qu'une chaîne était passée autour de la tour et le camion ou le tracteur était dans le pré en train de tirer pour essayer d'abattre ces murs. Petit hameau à visiter aussi, c'est la Triosse d'Ain, avec son four à pain qu'on souhaiterait aussi restaurer. C'est assez remarquable, il n'y en a plus beaucoup sur la commune et c'est un four à la disposition des habitants du hameau. La photo de gauche, en fait, c'est un étang qu'il y avait là-bas, hein, qui a été aussi asséché et on y a mis une pompe. La Triosda a été un des premiers hameaux à avoir l'eau courante dans les années 1900 de mémoire, je crois que c'est 1920. Pourquoi? Parce que cette pompe était alimentée par une source qui se trouve à hauteur de l'école du Sacré-Cœur. Donc, par gravité, l'eau descendait assez facilement dans une citerne qui se trouvait ici. Et avec la pression, il suffisait d'ouvrir le robinet de la pompe pour pouvoir prendre de l'eau. C'est la source qui a été restaurée par les jeunes d'été solidaire. Effectivement, c'est la source qui a été la fontaine Maflot, ouais, qui a été restaurée par les jeunes. À côté de cette fontaine Maflot, il y a une citerne qui existe toujours. Et de cette citerne, il y a un tuyau qui descendait jusqu'à la Triosse d'Ain. Cette fontaine Maflot fera aussi l'objet d'une suite de restauration. On doit rencontrer M. Martens, qui est propriétaire du terrain, pour pouvoir clôturer correctement cette fontaine Maflot et permettre comme ça de la contourner et de la voir d'un peu plus près. Encore une des photos, la Triosse d'Ain, parce que je trouve remarquable ces deux photos, c'est une comparaison des lieux, 1930 à droite et aujourd'hui à gauche. Et vous voyez, on distingue ce qui est un étang. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'arbre que vous avez au niveau de cette place, c'est toujours le même. Hein. Pourtant, quand on voit la photo de droite, on peut se dire, ben, il n'en a plus pour longtemps. Ben non, il est toujours là. C'est un tilleul. La vache a l'air un peu mérichonne, non? Oui, mais elle n'est plus là. Oui, la vache. Mais c'est vrai que quand on voit... j'espère qu'il n'y a personne de la SPA qui regarde le... Oui, c'est ça. Hein, voilà. Gaïa. Un petit détour aussi par la salle pour montrer quelques photos de ce hameau qui est remarquable. Hein. Il y avait dans les bois à côté de cette maison, la petite maison isolée dans la prairie, comme on dit, il y a dans les bois là-bas des vestiges de four à chaud avec des exploitations qui sont quand même encore impressionnantes quand on voit la manière dont c'était exploité.
pour vous amener à vous montrer aussi cette photo qui est étonnante, hein, une comparaison entre la photo telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est la maison de Madame Germoux, hein, et l'occupation les personnes qui vivaient là début du siècle dernier. Vous voyez le numéro de la rue, hein, c'était la maison 240, c'est étonnant ça. Hein. La numérotation était faite certainement par village. Hein. Et on approche de la fin, on arrive au château des Granges. Plusieurs photos là. La photo de gauche, c'est la photo telle qu'il existait avant malheureusement son incendie à droite. Hein. Alors la date de l'incendie, je vais vous la dire, c'est très récent. Hein. Hop, hop. Je tourne les pages moins vite que je ne parle. Oui. Voilà, donc l'incendie date de 1997. Donc c'est un château, ça qui a une histoire relativement longue. On est en train de préparer un article pour notre prochain Cahier Jadis qui va retracer l'histoire de ce château, qui a été à un moment donné d'ailleurs racheté par Deloy Mathieu de Houy, qui était maire, bourgmestre à Houy, et qui était patron d'industrie et de banque. Il a racheté cet élément. Et puis, c'est son beau-fils, M. Dodémon, a occupé ce château et a d'ailleurs été bourgmestre de Roteux. On n'a pas beaucoup entendu parler de ce bourgmestre, hein, M. Dodémon, qui était donc l'époux d'une Deloy Mathieu. Je crois qu'il a été bourgmestre début de la guerre 40. C'est à vérifier, ça. Et puis alors, après, ce château a été racheté par la famille Delamine, qui ont été occupés par deux filles de la mine, deux célibataires. Quand elles ont... une a été tuée dans un accident de voiture, hein, et une autre est morte de vieillesse. Après, ce château a été occupé par la famille de Chatzen. Oscar de Chatzen a occupé ce château avec sa famille avant d'aller s'installer à la villa qui se trouve un peu plus bas que l'école du Sacré-Cœur, un lieu-dit qu'on appelle Coquet-Pré. Je ne sais pas si vous voyez, la villa de Coquet-Pré, qui est une villa qui se trouve à droite avant d'entrer dans le hameau de la Triosdin. Godin, c'est ça? Comment? Surélevé, là, c'est ça, la belle bâtisse. C'est une belle bâtisse. Entre l'école et le Triosdin. Oui, une bâtisse en pierre. Hein. Ouais. En fait, la famille de la mine, pour faire ce bâtiment, ils ont acheté ce bâtiment. C'était une villa relativement simple et ils ont créé des ailes. Et ils ont même réouvert la carrière d'origine qui avait servi à construire le bâtiment. Donc, je crois qu'on doit avoir des photos et un film des gens du village, d'ailleurs, qui, avec des charrois, allaient chercher les pierres dans cette carrière pour reconstruire les ailes, les annexes de cette villa de Coquet-Pré. Alors, à droite, malheureusement, l'incendie de 97, à l'époque où le château avait été racheté par une compagnie dite hollandaise, mais en fait, c'était la famille de Jean-Blin de Meux, qui était installée là-bas dans les écuries, qui faisait l'élevage de chevaux. C'est la famille qui est partie s'installer à Halledé, au hameau de Halledé. Voilà, mais écoutez, je crois qu'il y en avait une, mais non, c'est fini. Voilà, donc je termine la prochaine fois, s'il y a prochaine fois, que ce soit en vidéo ou en présentiel, mais nous pourrions repartir de cet endroit et nous diriger vers Plainevaux, Strivet, pour aboutir finalement à La Rochefoucauld. Bon, et nous aurions comme ça traversé la commune presque d'ouest en est ou d'est en ouest, comme vous l'entendez, donc sur sa partie la plus longue. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre attention. Vous n'avez pas fait de bruit, c'est bien. Et je suis à la disposition s'il y avait des questions. Hein. On n'a pas vu le temps passer, en tout cas. Merci beaucoup. Non, ben, tant mieux, tant Ouais, mieux. ouais. Peut-être couper le partage, Edouard. Oui, attends, je vais arrêter. Oui. Voilà. Ça va? Oui, parfait. Voilà, Edouard. En entier. Un grand merci, Edouard. Toujours des qualités. Oui, c'est voilà. passionnant. De rien. Merci aussi. Et à bientôt. On a eu beaucoup de participants en plus. Oui. Oui, franchement, oui, on était autour d'une bonne quarantaine. Voilà. Ah oui.
Ouais, Très bien. Et pour un live comme ça. Je précise quand même à toutes les personnes qui voudraient revoir la vidéo, elle restera toujours sur le site Facebook. Ou si vous voulez la partager à quelqu'un d'autre plus tard ou quoi, il n'y a pas de souci. Donc il y a toujours la possibilité de la visionner, quoi. Voilà, Et à donc, votre disposition, s'il y avait des questions, pas de problème, même par mail, je peux y répondre. c'est super Merci, gentil. Edouard. Bon Voilà, après-midi à tous. Super, Edouard, merci également, À bientôt. à bientôt, au revoir. Merci.